et demandez notre catalogue au tonivers. Bonjour, aujourd'hui on va parler du changement d'heure, mais surtout c'est un prétexte à parler de la dualité. Alors cette semaine, fin mars oblige, j'ai entendu régulièrement dans les transports en commun du matin la sempiternelle phrase « au fait on avance ou on recule ». Bon, alors c'était on avance, on recule, ah oui, et puis ah non, on va avancer. Ah, très bien, on va avancer, et puis il y a toujours quelqu'un qui dit, ah bah oui, donc du coup on va pouvoir dormir plus. Eh ben non, c'est l'inverse, on va dormir moins. On voit bien que c'est un problème dans la population. On dirait que l'addition, la soustraction, c'est à peu près compris, la multiplication, bon, la règle de 3, ça y est, c'est fini, on perd tout le monde. Et la dualité aussi, on perd tout le monde. Voilà, c'est les endroits pratiques de la vie de tous les jours. Bon, pas tous les jours, parce qu'on change d'heure 2 fois par an, ok, mais où on perd tout le monde. C'est-à-dire une perte au niveau de qu'est-ce qui est de la nature de l'objet et qu'est-ce qui est de la nature de la fonction sur l'objet. Et justement, ce qui se passe quand on confond les deux et ce dyslexisme qu'on a quand on confond les deux. Voilà, je veux faire le point un petit peu là-dessus. Donc, la première chose que l'on rencontre, on va prendre une fonction y égale f de t. Imaginons que ce soit la position du soleil. C'est la position du soleil, cette fonction, et puis il va dans le ciel, puis il va se lever. Le soleil qui se lève. Alors, qui se lève comme ça ou qui se lève comme ça, bon, ça se discute. Mais c'est en fonction du temps, et donc c'est la position, la hauteur du soleil. On peut imaginer ça. Bien. Et bien maintenant, on va changer, non pas le temps. Le temps, on n'y peut rien, hein, il passe. Hein, mais on va changer la mesure du temps. On va changer le temps en tant que coordonnée. Alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, bon, on est au passage à l'heure d'été, et donc on avance. Ce qui va faire que le soleil, il est à une certaine position, mais cette fois-ci, le temps a été avancé. Il va continuer sa course, lui, il est normal, d'accord? Mais dans un système de coordonnées où y est resté le même, mais t a été changé ici, et au niveau des coordonnées en t plus t0. Ce qui fait que la fonction, en fait, ce n'est pas f de t plus t0, c'est f de t moins t0, parce que le temps, lui, il est ce qu'il est. Et donc, c'est la mesure du temps qui a changé. Donc en fait, vous voyez que il faut être au temps t plus t0 pour se retrouver comme avant au temps t. En fait, on le remarque dès le lycée, dès on passe de f de t à f de t moins t0, on s'attend à ce que la courbe recule sur l'axe des x. Bon, là, c'est l'axe des t, ok. Parce qu'on a fait moins, ben non, elle avance. Voilà. Alors que, et ça, tout le monde l'a remarqué aussi, si on faisait y égale f de t plus y0, eh ben, là, on monterait de y0. Vous voyez? Bon. Alors, pourquoi est-ce que ici, quand y0 est là, bah, ça va dans le sens qu'on veut, c'est-à-dire si c'est un plus, bah, ça monte. Et pourquoi quand c'est ici, eh bien ça va dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'on met un moins, et pourtant ça a avancé. Et si on avait mis un plus, ça aurait reculé. Bien, alors là, c'est la dualité. En gros, est-ce qu'on avance ou est-ce qu'on recule? Bon, pour l'heure d'été, on va avancer l'heure. Pour l'heure d'hiver, on va la reculer. Ça, je ne sais pas comment l'expliquer. Si, il y a quand même une explication, mais il faut passer en mode en anglais. C'est-à-dire que, bon, les anglophones qui ont une langue absolument diaboliquement astucieuse ont trouvé le truc spring forward, fall back. Donc, au printemps, ben, on avance et en automne, on recule. C'est magnifique. Donc, voilà pour le changement d'heure. Mais par contre, pour l'effet du changement d'heure, là, c'est pas l'anglais qui va nous aider. C'est la dualité. Pourquoi je dis la dualité? C'est ce que je vous disais. Le temps, il est ce qu'il est.
c'est le temps en tant que coordonnée. Quand on dit on met nos montres à l'heure, on ne change pas le temps. On change juste, on fait juste un changement de coordonnées. Voilà. Et ça, c'est la dualité. Alors, je vais vous donner un autre exemple qu'on va retrouver, si vous connaissez le problème du collier de perles, mais si vous ne le connaissez pas, c'est pas grave. Vous allez prendre 1, 2, 3, 4, les sommets d'un carré, et vous allez mettre des perles à ces endroits-là. Donc les endroits, ils sont fixés, c'est comme le temps, d'accord? Et on va mettre à chaque endroit une perle, une rouge, une verte, une jaune et une bleue. Donc R, V, J, B. Mais maintenant, quand je tourne ici, je vais tourner selon le 4 cycles 1, 2, 3, 4, mon collier. Eh bien, évidemment, le bleu va se retrouver là, le rouge là, le vert là et le jaune là. D'accord? Maintenant, si on doit regarder les choses comme des fonctions, c'est-à-dire le fait de placer des perles, c'est une fonction qui a 1 donne rouge, 2 donne vert, 3 donne jaune, 4 donne bleu. La fonction que j'ai obtenue ici, c'est 1 donne bleu, 2 donne rouge, 3 donne vert, 4 donne jaune. Et on se rend compte que ici, si 1, 2, 3, 4 a avancé dans le sens des aiguilles d'une montre, eh bien, rouge, vert, jaune, bleu est passé dans l'autre sens. D'accord? Rouge est devenu bleu, c'est celui d'avant. En fait, si on doit formaliser tout ça, quand un groupe agit sur X, c'est-à-dire que ici, vous allez avoir le groupe cyclique qui va agir sur 1, 2, 3, 4. Alors, il va y avoir une action G.X. Alors, G agit aussi, on a automatiquement une action sur les fonctions de X dans K. Donc ici, c'est la coloration de X. Chaque nombre ici, de 1 à 4, on le colore, on lui met une couleur. Voilà. Et là, cette fois-ci, G.F, c'est plus l'action de G sur F, c'est plus F rond G, c'est F rond G-1. C'est-à-dire que l'élément ici 1 ne va pas aller vers le vert, mais il va aller vers l'image de celui qui le précède dans G. Voilà. C'est encore la dualité. C'est-à-dire que vous avez ce 1, 2, 3, 4 qui reste fixe, mais par contre les couleurs, elles, vont changer. Eh bien, évidemment, la dualité va faire que la dualité, la relativité des choses va faire que les choses vont aller dans le sens inverse par rapport à lui qui est resté fixe. Comme le temps qui est fixe, mais la mesure du temps a changé. Alors, encore un autre effet. Bon. Quand on apprend, par exemple, les coniques, mais ça pourrait être n'importe quoi. Vous prenez f, un polynôme de degré 2 sur R2, d'accord, à deux variables, et la conique, ça va être l'ensemble des xy tel que f de xy égale 0. Bon. Maintenant, on prend, donc f est une application de R2 dans R, ça, là ici c'est un polynôme de degré 2. Ok. On prend un automorphisme de R2, petit g, et on veut classifier les coniques. Donc on va dire, cette conique, je vais l'assimiler à une autre conique transformée par G. Mais ici on a G de CF, c'est quoi? C'est l'image de la conique par G, c'est-à-dire c'est l'ensemble par définition des G de XY, mais toujours, on a toujours F de XY égale 0. Voilà, puisqu'on a pris l'image de la conique. Donc on a pris tous ces points et on a pris leur image par G. Oui, mais alors maintenant, si je les veux comme des points x', y', ça veut dire que x', y' égale g de xy, mais ça veut dire que xy est égal à g-1 de x', y'. Et donc, ce sont les x', y' tels que f de xy égale 0, c'est-à-dire tels que f de g-1 de x', y' égale 0.
Donc c'est la conique associée à f rond G-1. Voilà. Hein, donc ici, hein, pareil, on avait l'impression d'agir dans le bon sens, et on se retrouve ici au niveau des fonctions, dans le monde des fonctions. Là, on est dans le monde des objets, et là, on est dans le monde des fonctions sur les objets, et on est passé à G-1. D'accord ? Voilà. On retrouve ça, alors maintenant, puisque je parle de dualité qui est plutôt liée à l'algèbre linéaire, on retrouve ça dans les bases, les changements de base. Vous avez E, une base EI, d'accord ? Maintenant, on va changer de base avec une matrice de passage et on va poser FI égale PEI, P bien sûr qui est ISO. Eh bien, on va avoir que la matrice de X dans la base FI, alors c'est un contre-pied total quand on n'a pas l'habitude, la matrice d'un vecteur dans la base FI, c'est la transformée de la matrice du même vecteur dans la base EI, mais fois P-1 cette fois-ci. Pourquoi ? Parce que le vecteur, lui, il est resté le même, comme le soleil ici, qui est resté toujours le même, mais c'est la mesure du temps qui a changé. Comme ici, les 1, 2, 3, 4, ils sont là, 1, 2, 3, 4, mais c'est les couleurs qui ont les couleurs qui ont changé, mais on fixe 1, 2, 3, 4. Alors, pas tout à fait comme ici, parce qu'ici, on a vraiment changé l'objet, mais du coup, ça a correspondu à une fonction transformée. Et à chaque fois, on a cette marque de l'inverse, cette marque que quand on agit sur l'objet, on agit sur les fonctions, mais il faut tordre les choses. Alors, plus généralement, si x et y sont des espaces, pas forcément de dimension finie, on dit qu'on va essayer de créer entre x et y une paire duale. Alors, regardez ce que ça veut dire. Ça veut dire que je veux, sur x croix y, une forme bilinéaire B de x croix y, de l'espace x croix y dans K, donc c'est des K espaces vectoriels, hein, une forme bilinéaire qui soit non dégénérée. Voilà. Non dégénérée, ça veut dire que quand je vais prendre x donne B de x truc, petit x il est un grand X, et B de x truc, c'est une application qui va de y dans K, et qui est linéaire, parce que on a une forme bilinéaire ici. Donc, non dégénérée, ça veut dire que cette application qui va de x dans y étoile, elle est injective. Alors, non dégénérée à gauche, non dégénérée à droite, hein, on veut aussi que y s'injecte dans x dual, qui a y donne b de truc y. Voilà. Alors on dit qu'on a une paire duale forte si en plus c'est surjectif ici et ici. Sinon on dit qu'on a une paire duale faible. Alors en dimension infinie, on prend souvent ici pour y le dual topologique de x. On met une topologie sur l'espace x et on prend le dual topologique, c'est-à-dire les formes linéaires continues. Pareil, ce sont des coordonnées. On revient au problème de la coordonnée. Et maintenant, ce qui va m'intéresser dans cette histoire, toujours ce problème de contre-pied que vit l'humanité 2 fois par an, x s'injecte dans y étoile, mais dans y étoile, on passe de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire que tout s'inverse. Vous voyez, tout ce qu'on a vu ici, ça s'inverse. Le G devient G-1, le P devient P-1, etc. Alors, vous regardez ce qu'on en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on a un morphisme, une application linéaire, hein, d'un espace x vers x', ce qui va s'inverser, c'est que vous voyez que à partir d'une application linéaire, d'une forme linéaire de x dans K, on n'obtient pas une forme linéaire en général de x' dans K. En revanche, de x' dans K, si j'ai phi, là je suis les flèches et j'ai une forme linéaire sur x. C'est-à-dire qu'à partir d'un morphisme de x dans x', j'ai maintenant un morphisme qu'on appelle communément U transposé de x' étoile, du dual de x' vers le dual de x.
Et ce morphisme, c'est phi rond U. Alors vous allez me dire, ah bah oui, mais là, du coup, on n'a pas inversé. On avait G-1, bah oui, on ne peut pas inverser, parce que U, en général, n'est pas inversible. Donc si on veut en avoir le plus possible, bah, il ne faut pas l'inverser, hein, d'accord? Mais le problème qu'on a en ne l'ayant pas inversé, c'est que U rond V transposé, c'est pas U transposé rond V transposé, c'est V transposé rond U transposé. En gros, on a ce qu'on appelle un foncteur contravariant. C'est-à-dire que la dualité, sur les morphismes, va nous inverser les choses. Regardez, en général, vous prenez n'importe quel espace F à la place de K, ici, eh bien, dès que vous avez un morphisme de X' dans F, eh bien, ça vous donne un morphisme naturel de X dans F. C'est-à-dire que U va impliquer un morphisme de homme de X' F vers homme de XF. Alors que U était plutôt de X dans X'. Vous voyez, il y a ce côté contravariant. Si on avait pris, alors j'appelle ce morphisme ici homme de UF, mais si j'avais pris homme de F, si j'étais parti ici de F, voilà, alors là, ça aurait été plus naturel. Dès que j'ai un morphisme de F vers X, j'ai un morphisme de F vers X'. Ça, c'est covariant. Ça va dans le bon sens, en quelque sorte. Mais c'est exactement, si vous voulez, comme ce qu'on a fait ici, c'est-à-dire si on fait notre changement sur l'ensemble de départ, alors il y a une transformation, un contre-pied en quelque sorte. On a l'impression de passer de l'autre côté d'un miroir, ici, le miroir de la dualité, mais quand on prend notre transformation sur l'espace d'arrivée, d'accord, ici, on transforme sur l'espace d'arrivée, alors là, tout se passe bien. Donc ici, on a du contravariant, ici, on a du covariant. Voilà. Juste, il faut savoir quel est l'objet qui nous intéresse et quelle est la fonction sur l'objet, qui est le bon objet et qui est juste la coordonnée sur l'objet, quelque chose de plus relatif. Voilà, on va continuer. Là maintenant, juste très rapidement, je vais parler des avantages de cette dualité. À force d'en parler sur cette chaîne, j'ai l'impression d'être un influenceur dualité. Vous allez voir ça, c'est des choses magnifiques, parce que à quoi ça nous sert d'aller de l'autre côté du miroir? Est-ce que les choses sont plus belles? Est-ce que l'herbe est plus verte ailleurs, quoi? Eh bien, parfois oui. Alors, regardons déjà, quand on a un sous-espace F d'un espace E, on a forcément une injection, qui est une application linéaire de F dans E, et c'est juste l'injection naturelle, qui a X donne X, le même X, mais dans E. Eh bien, déjà, là, vous voyez que c'est quand même assez incroyable que cette injection nous donne quelque chose de pas tout à fait trivial, c'est la restriction ici. C'est-à-dire que quand on va maintenant dualiser, donc on va obtenir la transposée, c'est une forme d'adjoint hein, de ce morphisme-là, donc c'est iota F transposé, qui donc va de E étoile dans F étoile, hein, qui a donc finalement phi ici, va donner phi rond iota F, et ben c'est simplement la restriction. Donc déjà c'est intéressant. Et cette restriction, ben, il se trouve que, par le théorème de la base incomplète, c'est surjectif. Donc ça va être surjectif. Voilà. Et ça nous donne des choses sur la dimension de l'orthogonale. Bon, voilà déjà une première chose. Là maintenant, un des bienfaits clairs de la dualité, c'est dans le théorème de structure, ou, après, on peut le voir aussi dans le théorème de décomposition de Frobenius. Le théorème de structure des groupes abéliens finis se fait par récurrence, c'est-à-dire que on va ici, on prend un groupe G qui est abélien fini, et on va trouver un sous-groupe ici, et en fait, on voudrait avoir un supplémentaire, en quelque sorte, si c'est possible, de la même manière qu'ici, on a besoin d'un supplémentaire, mais U stable, et ce qui c'est pas évident. Ici, on a besoin d'un supplémentaire
de H dans G. Et ce supplémentaire, on va l'obtenir comme noyau d'un certain morphisme. Ce morphisme, il est construit d'une certaine manière. On part d'un caractère ici qui va de H dans C étoile, et en fait, on le relève. Alors, vous allez me dire, tiens, c'est bizarre. On disait tout à l'heure que quand on a H qui s'injecte dans G, ben, on a plutôt un morphisme qui va aller des morphismes d'ici vers les morphismes ici, et non pas l'inverse. Donc le relèvement, le théorème de relèvement des caractères n'est pas gagné. En fait, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que quand on va de homme de G dans C étoile, on sait qu'on obtient un morphisme homme de H dans C étoile, effectivement, H s'injecte dans G. Ce qu'on a vu, c'est que de l'autre côté de la dualité, on va avoir quelque chose de là vers là. Mais ce qu'on voudrait, c'est qu'il soit surjectif. Cette surjection, pourquoi elle est vraie? Et pourquoi on est allé chercher dans le dual, c'est-à-dire on est passé de l'autre côté du miroir pour aller chercher quelque chose de surjectif? Eh bien, c'est parce que les groupes finis abéliens, comme on a des groupes finis abéliens, bon, bah, ici, c'est plus que C étoile, en fait, par Lagrange, ici, un caractère, un morphisme va nous envoyer vers des racines énièmes de l'unité. Donc, en fait, des racines énièmes de l'unité, ça se dit Q sur Z. D'accord? C'est-à-dire que Q, c'est la notation additive des racines énièmes de l'unité. Q, c'est un élément de la forme P sur Q, et quand on va le multiplier par Q, ça va donner 0, puisque ça va donner P, ça va donner un élément de Z, et donc ça va être nul. Donc en version multiplicative, c'est exactement les racines énièmes de l'unité. Et il se trouve qu'on a un théorème qui nous dit que Q sur Z est un Z module injectif. Bon, après, tout ça c'est pour vous dire que on n'aurait pas pu avoir ça dans l'ensemble de départ. Il a fallu dualiser pour obtenir des choses injectives là, ici. On ne serait pas tombé sur le dual d'un injectif qui serait un projectif ou quelque chose comme ça. On ne peut pas renverser les flèches comme ça dans ce monde-là. Voilà. Et voilà pourquoi le théorème de structure et, pareil, le théorème de décomposition de Frobenius, c'est pareil, a besoin de ce passage au-delà du miroir. Là, c'est intéressant. Là où c'est encore plus spectaculaire, c'est dans la théorie des représentations, je terminerai là-dessus. Une représentation, ça veut dire qu'on a une action linéaire sur un espace. D'accord? G agit sur V, mais V c'est un espace vectoriel, et on demande à l'action d'être compatible avec les opérations sur l'espace. Bon. Ok? Donc G agit linéairement, et H est un sous-groupe. Donc forcément, H, il agit linéairement sur V. Donc, quand on a V, ce qu'on appelle un G-module, ici, voilà, on peut regarder sa restriction, donc on n'a rien changé finalement, on regarde sa restriction à H. C'est-à-dire qu'on voit toujours V, c'est toujours le même V, mais comme H-module cette fois-ci. Bon, on n'a rien fait. Et il se trouve que du coup, on a trouvé ce qu'on appelle un foncteur entre la catégorie des G-modules et des H-modules, et là, on va prendre l'adjoint de ce foncteur. Ici, vous avez le res. On est dans le monde, donc V, c'est un G-module. W, c'est un H-module. On peut créer homme H de W et la restriction de GV. Et dans la théorie, on sait qu'on peut trouver un adjoint, exactement comme les adjoints des endomorphismes. Et ici, cet adjoint, c'est ce qu'on appelle l'induit de H à G de W. Voilà. Et le fait que là, ici, on avait finalement l'adjoint, en quelque sorte, entre guillemets, d'une injection, c'est la restriction. Donc ça, c'était déjà pas mal. Ici, on est passé au dual pour obtenir des modules injectifs. C'est déjà très bien. Mais là, c'est encore plus fort. Parce qu'on a un objet extrêmement simple qui est la restriction, quoi, voilà, de G à H, et qui va nous donner un induit, c'est-à-dire qu'on va pouvoir
grâce à cet objet, obtenir ici des objets importants. On va pouvoir, à partir d'un petit groupe, obtenir des modules sur un plus gros groupe. C'est l'induit. Et ça, c'est encore un bienfait d'une certaine forme d'idée qu'on a de la dualité. Et c'est pour ça qu'on aime bien passer de l'autre côté pour inverser les flèches. Voilà, on va s'arrêter là, parce qu'il est très tôt en horaire d'hiver.